semaine vient de passer, une nouvelle commence. On espère tout simplement qu'elle commencera avec de nouvelles ambitions, de nouveaux espoirs. Parce que votre dos, c'est le passé, votre devant, c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent, et qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Nous vous souhaitons donc une très belle semaine. Bien sûr, madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. C'est DBS Matin qui démarre. Nous sommes le lundi 8 juin de l'an de grâce 2020. Eh bien, vous connaissez déjà le principe de cette édition, pour ne pas dire cette émission. Eh bien, tout au long des 2 heures à venir, nous allons vous entretenir dans le décryptage de l'information. Alain Diop, bonjour. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je vous souhaite un bon début de semaine. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Ça a été le week-end au moins? Oui, absolument, ça s'est très bien passé. Vous savez que le week-end, c'est un peu le moment de se reposer un peu, mais aussi, pourquoi pas aussi, on se dilague un peu aussi. C'est qu'on ne se repose pas toujours. Oui, non, mais on se repose. Parce que là, on se dépense beaucoup en semaine. Oui, moi, je dépense beaucoup en semaine. Il faut un léger repos pendant le week-end. Pendant le week-end. Et pendant ce temps, Mangue Vernatius, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers this morning. How is it? We thank God, we are fine. On va me dire également que tu as passé un bon week-end, c'est ça? No, Steve, I will not take that to simply say what Joe was saying. The weekend was there, we were in the house, but I doubt whether I really had the rest I would have loved to have as such. That is what I think. The weekend was just there, so we were there and well, we are up this morning. Wow, c'est le plus important. Je vous souhaite également de passer un bon début de semaine à vous. Hein? Actually, Steve, en espérant que la semaine sera bonne. Merci. Messieurs, si vous êtes là, c'est pour la revue de presse. Mesdames, messieurs, l'actualité ou alors l'information traitée par nos confrères de la presse écrite, camerounaise, africaine et internationale, c'est tout de suite et maintenant. La première partie en langue anglaise avec Mangue Vernatius. Monday, the 8th day of the month of June 2020, we begin from Cameroon Tribune that opens today's edition in the Unity Palace with the head of state receiving the French ambassador and that of Korea last Friday. The paper on pages 2 to 5 says the two diplomats discussed bilateral relations between Cameroon and their respective countries. On World Summit on Vaccination, Paul Biya offers 600 million francs CFA. The announcement was made by Cameroon's Minister, Assistant Secretary General at the Presidency, Elong Paul Chie, during a video conference on the 3rd and 4th of June 2020. We take the Sun newspaper that quotes Dr. Kingston Thompson, who says there is an exponential growth of COVID-19 cases in Limbe. And on pages 2 and 11, the paper asks if COVID-19 can cure COVID-16 in Cameroon. On pages 6 to 7, Dr. Simon Monzo says there is nothing special in the special status in the northwest and southwest regions. And then talking about land encroachment, CDC says enough is enough and goes to court against unscrupulous greedy individuals, places injunction order at corporations leasehold land in Bonadikombo and Mile 4 and claims as a chief some 150 million francs CFA for trespass and destruction. And on page 4, outrage continues to pour over Wazizi's demise. Council, the CGA, and the others call for independent investigations. We take the Post newspaper that opens on page 10 with Victor Fosso's 25 wives wrangling over funeral program. On page 11, chiefs and witch doctors invoke Obasanjo to hunt Mamfe Mayor's killers. As local and international pressure mount on government over Wazizi's death after military spokesperson's outing, Biya waits in and promised independent inquiry, but journalists and human rights organizations want perpetrators to be prosecuted. The Guardian Post newspaper, in a similar story, tells us of another arrested Anglophone journalist declared missing. The journalist, Kingsley Fomunyo Njoka, is said to have been picked up from his house in Douala by plainclothes security operatives on May 15, 2020. On page 3, the paper says the family has not been able to identify his whereabouts since then after making unsuccessful rounds at various detention facilities in Douala. In the editorial write-up,
the paper on Wazizi's death looks at the unanswered question, just like Wazizi's family contradicts government. And in their commentary column, the paper talking about extrajudicial killing says Anglophone lives matter too. We take the Star newspaper, still talking about Wazizi's death, quotes French ambassador who tells journalists after Unity Palace audience that President Paul Biya assured him that Wazizi's death will be investigated. In health news, defying COVID-19 preventive measures, social distancing and wearing of face mask, a far dream. And in this human interest story, the University of Buea calls for complaints on sexual harassment. We take the Horizon newspaper that opens today's edition with a question asking UN to create new states out of Nigeria and Cameroon on the 10th of July. After gruesome killing of Mamfe Mayor, Manu turns to juju swearing to neutralize Amba fighters. On safety over COVID-19 pandemic, coalition to end war in Cameroon resorts to virtual forums on the armed conflict in the southern Cameroons. The Herald Tribune, on their part, talks of a must-read interview where Treasury Director General on why government is still able to raise money from financial market. On page 3, the paper talks of a Pentecostal pastor who has been arrested for leading armed groups. Over 39 years of rural development, Medeno celebrates with farmers. We take Le Jour newspaper that takes an incisive look at who was Samuel Wazizi, a journalist whose death was confirmed by the Ministry of Defense, but questions persist as to the cause of his death. Integration newspaper on Black Lives Matter campaign talks of the new world order of living together with the case of the killing of Afro-American George Floyd last 25th of May by a white police. The paper says he will be buried this Tuesday in South Carolina in the United States of America. He has become a symbol of fighting against racial discrimination and equal rights, and the paper looks at lessons from the incident to Cameroon, to Africa and the world. Out of Cameroon, we begin from East Africa with the Herald newspaper in Zimbabwe that says the Police Criminal Investigations Department has launched a manhunt for 13 armed robbers who are on their most wanted list for committing a spate of robberies in and around Harare and for skipping bail. Steve, we end with the New Times newspaper in Rwanda that says over 22,500 classrooms to be completed by September. And the paper says the Minister of Education has started the implementation of this project in all 30 districts of the country, earmarked to end by September this year, with 22,500 classrooms to be constructed. Steve, these are some of the information that we have from Cameroon and Africa. Nous vous disons d'ailleurs merci pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et surtout internationale. On va retenir d'ailleurs avec la grande une de Post ce matin, avec les 25 femmes de Victor Fotso. On va espérer en tout cas que le programme du deuil va vraiment... C'est already a source of polemic. C'est une grande polémique actuellement. C'est un peu grave quand même. On espère qu'un jour, il y aura vraiment ce deuil. Hein. We hope that they are going to come to terms. De Guardian Post fait également savoir qu'il y a également un autre journaliste anglophone qui a été arrêté. Enfin, on le déclare, il faut le dire. Missing. Kingsley Fomonyo Njoka is missing, voilà. Arrested in Douala. Voilà, il a été arrêté du côté de Douala et jusqu'à preuve de contraire, il est porté disparu. On espère tout simplement qu'on va avoir les nouvelles là-dessus. En tout cas, on va revenir avec vous dans un instant. Prenons déjà la partie française avec Alain Diok. Commençons par Cameroun Tribune qui évoque justement les deux diplomates à l'honneur au palais de l'Unité. En effet, le président de la République Paul Biya a successivement reçu vendredi dernier les ambassadeurs de France Christophe Guilou, de la République de Corée Bok Riol Ryu, arrivé donc en fin de séjour. La coopération entre le Cameroun et ses pays amis et la lutte contre le Covid-19 au centre des échanges. Ce même vendredi, nous dit le journal, un nouveau système d'information douanière a été donc officiellement présenté au cours d'une cérémonie en présence du ministre des Finances. Cette plateforme va donc permettre de booster les activités douanières et justement contrecarrer la fraude.
Magistrature, conseil en mode inertie, c'est le titre choisi ce jour par le quotidien Mutation qui indique que 3 ans déjà que l'instance chargée de gérer la carrière des magistrats n'a pas été convoquée par le chef de l'État, président du dit conseil. Selon nos confrères de Mutation, de nombreux auditeurs de justice formés à l'ENAM confinés au chômage, les postes vacants suite à des décès et les cas de retraite s'accumulent. Succession à la tête de l'État, le gré à gré, une chimère, titre le journal Repère. En tout cas, nos confrères nous renseignent que le secrétaire à la communication du RDPC bat en brèche la thèse d'un arrangement dans le passage de témoins à la présidence de la République. En page 3, le même journal nous informe que la Léquier offre 290 millions de francs CFA dans la lutte contre le Covid-19. Le journal Les Singan nous renseigne que Ndong Soumet répond à l'appel d'Henri Eyébéa ici. Près de 300 millions de dons distribués vendredi dernier par le ministre chargé de la mission à la présidence de la République aux populations de la Léquier dans le cadre de la dynamique de mobilisation de l'élite de la Léquier pour la lutte contre le Covid-19 lancée le 24 mars 2020 à Monatélé par le MINCAF. Le journal Le Jour fait le portrait géant de Samuel Ouazizi. Le ministère de la Défense a confirmé le décès du journaliste, nous dit le journal, mais les interrogations persistent. Quant au quotidien de l'économie qui parlait de la loi des finances 2020 en mode Covid-19, elle a été modifiée et complétée en ordonnance du président de la République Paul Biya. C'était donc le 3 juin dernier. Eco Matin parle justement de la baisse des revenus pétroliers et évoque les divergences entre l'ordonnance présidentielle et les conclusions du gouvernement. En effet, le texte présidentiel portant conclusion et annonce des ministres modifications de la loi des finances en charge des finances justement et de l'énergie est en contradiction, nous révèle le journal. Tout de suite au Gabon avec justement le journal L'Union qui nous renseigne que la loi 013/2019, la Cour dit non. En tout cas, le journal nous dit que c'est un coup de tonnerre sur saisine en janvier du premier trimestre du fin de contrôle des constitutionnalités. La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la loi 013/2019 portant suppression de certains services publics. Du coup, se pose la question du sort des entités concernées, nous dit donc l'Union de ce matin. Au Congo, les dépêches de Brazzaville parlent justement de sauver l'économie en observant les mesures barrières en mission de travail dans le Bwenza. Le ministre de la Santé, Jacqueline Linda Mikolo, a exhorté les chefs d'entreprise installés dans ce département à participer à la riposte à la pandémie de Covid-19 pour sauver l'activité économique. En R de Congo, le courrier de Kinshasa nous informe que la CPI se saisit de la situation en Ituri. Selon le journal, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda s'est dit profondément préoccupée par de nombreux rapports signalant une montée des violences graves depuis plusieurs mois en Ituri, en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les territoires d'Ougou et Mahagi. Tout de suite, la France avec le journal Le Monde qui indique une reprise au ralenti et un été incertain pour le secteur de l'hôtellerie. Selon nos confrères du journal Le Monde, les 18 000 hôtels du pays et leurs 160 000 employés peinent à sortir de la période de confinement aux conséquences économiques très lourde. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parlait justement de la Ligue 1 et la fuite des talents. Selon le journal, les conséquences de la pandémie risquent de multiplier les départs de joueurs de l'Hexagone vers l'étranger. L'économie des clubs en dépend. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin.
Mais qu'est-ce que les Français attendent justement pour démarrer, il faut le dire, la Ligue 1? Parce que jusqu'à preuve de contraire, certains joueurs vont aller jouer peut-être en Angleterre. Absolument. Oui, mais surtout en Espagne. Puisque Noël Le Graët a décidé que justement le championnat ne va pas redémarrer jusqu'à preuve de contraire. Donc les joueurs peuvent faire comment? Parce qu'il faut jouer, il faut être justement à point pour justement challenger les autres grands joueurs. Donc il faut aller dans les championnats qui sont compétitifs. C'est normal qu'un joueur qui évolue par exemple en France, essaye de vouloir aller, que ce soit en Angleterre, la Série A bientôt, je crois que c'était le 17 de ce mois, et aussi la première ligue qui commence aussi le 20 de ce mois. Donc il est normal. Moi, sans oublier la Liga qui démarre également, il faut le dire, également ce mois-ci. Et n'oublions pas d'évoquer aussi, vous savez qu'avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, les clubs peinent vraiment à redémarrer parce qu'il se pose un problème financier. Il y a également un autre problème, c'est que le 11e joueur, le 12e joueur, autant pour moi, n'est pas là. Quand il n'est pas là, oui, le 12e joueur n'est pas là. Engagé. Mais en réalité, cette fois, c'est pas plus important, le 12e joueur, parce qu'il faut d'abord préserver la santé des supporters. Mais ce qu'il faut relever, c'est que justement, on veut ceux qui, en tout cas, comment je vais dire ça, c'est-à-dire ceux qui gagnent le championnat sur le terrain, on veut les voir sur le terrain, on ne veut pas nommer des premiers du championnat. Vous avez vu le cas avec l'Allemagne, la Bundesliga, elle a commencé, mais vous savez, les gradins, c'est vide. Oui, c'est vide. C'est pas aussi animé le week-end, on veut clôturer l'année. On veut clôturer l'année. Pour cela, il faut un champion. Et le champion, ça doit être sur le terrain. On ne veut pas nommer des champions comme en France où vous n'êtes pas encore au deuxième tour. Mais on dit déjà que tel est champion. Par contre, il faut savoir qu'au deuxième tour, il y a des clubs qui pouvaient dribbler comme votre club Marseille. Parce que Marseille était quand même en pôle de position. Donc je crois que c'est normal pour les joueurs de pouvoir... Mais la Fédération française de football en a décidé autrement. Ils ont décidé que jusqu'à preuve de contraire, le Paris Saint-Germain est premier, donc il reste premier, Marseille est second. Alors, allez savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se soumet à leur décision. Je pense que jusqu'à preuve de contraire, Lyon était peut-être 6e ou 5e, je ne sais pas quoi. Mais bon. Oui, absolument. Mais disons quand même que Lyon était dans le ventre mou du classement. Ventre mou du classement, donc vous le mettez en plein milieu. En tout cas, allez savoir ce que vous cherchez. Marguerite Vernachous, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, il y a 25 femmes. Donc, Photo Victoire, il avait 25 femmes, le mec. That is what the Post newspaper tells us this morning. And, it's actually a surprise when I read it too. And I was asking, how did this man with his age was able to survive with 25 wives? Personnellement, je n'étais pas au courant. And when they are talking of wives, this should be legally married wife because any other thing extramarital is not considered as wife. Yes, any other affair that he supposedly had with a woman. Non, là, quand on parle de 25 femmes, ça signifie que the post tells us that these wives are in a tussle over his funeral program. And somebody was saying here, I think it was Jock, saying here last week, that polygamous families seem to be a source of problem in our society this time because this wife may want to give his or her husband this kind of burial, whereas this wife wants this kind of burial, and as such, each wife has the same right to the burial like any other of them. So the problem now is the 25 wives now, they are at loggerhead and... Je pense quand même qu'elles ont pour devoir de s'entendre. Hein. Donc c'est une obligation de s'entendre pour... c'est quand même un patrimoine, il faut le dire. That is why when I read donc on n'a pas besoin, si ça ne va pas, eh bien l'État n'a qu'à prendre les choses en main. That's why when I read this story, I was asking that these are kind of things. Last week I was saying here that some linens are not to be washed in public. There are certain things that you don't expose them to the public. When we have figures like Victor Forzo, and we are saying that his wives are in conflict, the image of the family is, you bring down the image of the family for us to look at it as the family there is not united. And if it begins from the funeral program, very soon we are going to come to the wealth that he left behind. And that will be the kind of... Et puis après, on aura également l'argent. Those kind of things. His companies, his real estate, all those kind of things. Les problèmes d'argent commencent déjà, ne vous inquiétez pas. That is it. So if we start from program, that's how the chain... Mais là, il va falloir diviser cet argent avec 25 femmes, avec je ne sais pas combien d'enfants. And correct, when we talk about 25 wives, if we have to take just on the minimum that each wife had 2 children, then he had 50 children. Ouais, 50. Given that we are Africans, I doubt whether his wife had only two children. Et pendant ce temps, messieurs, il y a également un autre journaliste anglophone qui a été déclaré, il faut le dire comme ça, disparu, porté disparu. The news of this journalist came up at the beginning of last week. We started talking about the demise of Samuel Wazizi.
it came out too that another Anglophone journalist was arrested from his Douala residence in Bonaberi, Douala, on the 15th of May. That's what the Guardian Post tells us, that for close to 3 weeks now, the family cannot identify actually where he is. They have gone around all detention facilities in Douala and he is nowhere to be found. And when they start talking at the time when Cameroonian, the journalists are still to come to terms with the death of Samuel Wazizi, the official statement says he died practically 2 weeks after his arrest. In August 2019, everybody now is still, we are just waiting to hear what will come out of this other case of Kingsley Fomunyu Njoka, who is not yet unwanted, not yet unknown where he is. And the paper says, if you look at in one of their columns, they are talking of the extrajudicial killing, and the paper starts saying Anglophone lives matter too. Steve, when this kind of issues starts coming up, you know what is happening in the United States. Vous avez dit, c'est le journal qui dit quand même que les anglophones. The paper in their column, they're talking about extrajudicial killing, says Anglophone lives matter too. When I saw this, I drew a line with what is happening in the United States, where Black Lives Matter too. Black Lives Matter too. Yeah, so this kind of correlations when they start coming up at this time. Journalist lives matter. Journalist lives. So it's not an issue to laugh over it, Steve, but actually it is something that we need to, condemn it, because when it starts like this, we may be heading for another chaos. Remember, this had the Anglophone crisis started as mild as this. En tout cas, pendant ce temps, le président de la République assure qu'il y aura une enquête justement sur la mort de Wazizi, mais pendant ce temps, le quotidien Le Jour fait le portrait de Wazizi, Samuel Wazizi, et se demande qui était Samuel Wazizi. Oui, absolument. Vous savez que c'est notre confrère. Mais je voudrais revenir sur quelque chose, parce que parfois il faut revenir, convoquer l'histoire. Vous savez que à l'entame de cette crise anglophone, certains de nos confrères de la langue anglaise ont pris des positions, on les connaît. Donc aujourd'hui, je pense que ce que je déplore, c'est la torture. Mais il y a des gens qui ont pris des positions vraiment très radicales. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que certains d'entre nous, on est dans certaines plateformes, vraiment des positions très radicales, comme je l'ai dit. Mais maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut les torturer? Ça, je n'en sais absolument rien. Et il y a aussi autre chose que j'ai relevé la dernière fois. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on révèle la mort de Samuel Wazizi? Par contre, personne n'a dit, juste parce que je m'attendais ce matin qu'on dise que non, il n'est pas mort en 2019. Ça, je m'attendais qu'un journal nous dise qu'il n'est pas mort en 2019. Malheureusement, ça a été confirmé qu'il est mort en 2019 et que sa famille était au courant. Que sa famille était au courant. Pourquoi c'est seulement maintenant? C'est ça la grande interrogation. Donc, je disais la dernière fois qu'il y a trop d'instrumentalisation, trop, je ne sais même pas trop quoi. Donc, il faut que les gens reviennent sur terre. Moi, je dis, on peut ne pas être content de ceux qui sont là. Mais de là à manipuler des gens pour dire un certain nombre de choses sur les plateaux qui sont même parfois incohérents. Puisque aujourd'hui, on est en train de donner raison à ceux qu'on croyait vilipender. On croyait vilipender le gouvernement ou alors l'État ou alors le ministère de la Défense ou alors les militaires. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont raison. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Autre chose, je crois aussi que on est en train de lutter pour la dépénalisation justement de certains actes des journalistes. Il faut que, moi je pense, pour ma part, je suis un journaliste, mais je crois que, je l'ai dit la dernière fois, être journaliste ne veut pas dire que c'est un parachute d'impunité, ou un journaliste c'est aussi un citoyen comme tous les autres. Ça veut dire que si vous transgressez la loi, monsieur, on va vous devez être puni normalement. Steve, I wanted to come back to what Jackson was saying. If you look at Le Jour newspaper making a biography of who Wazizi was, the paper raised a question that unanswered the unanswered questions persist as to the cause of his death. And like Jackson is saying, the question people are asking is, Wazizi died in August, according to official information that we had from the Ministry of Defense, and we learned of it in 2020, not by official source, not through the official, not through the state media, but through a private media. And when the private media made the announcement, the state confirmed it.
Now, when the state announced, or when he died, and the state informed the family, and the family did nothing, why did the Minister of Defense not come out with such a communication right from August? Now, he died. It is the Ministry of Defense that had the information. Tomorrow, Tuesday, there is a court hearing that's expected to take place in Boya. Tomorrow, the 9th, concerning the case of Wazizi. And this would have been the third time that lawyers are going to court to introduce the habeas corpus. How can you tell me that the state knew that he died already? The state informed the family said nothing, yet the court sessions were going on the first, second... c'est quand même bizarre, vous avez raison de souligner cela. Ils ont introduit l'habeas corpus. And the state refused. Ils sont à quel niveau? The state refused to grant the habeas corpus. But the problem is, what sitting are we for when somebody died already? Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, on veut bien trouver, il faut le dire, des solutions à cette affaire. On espère tout simplement que le chef de l'État, qui a d'ailleurs promis trouver d'ailleurs, il faut le dire, le coupable dans cette affaire, on espère que dans les jours à venir, on pourra trouver justement le coupable, même si on sait pertinemment, messieurs, qu'il est mort en août 2019 et que malheureusement, sa famille était au courant et que sa famille n'a absolument rien dit. Steve, I come back to this other issue of, the head of state promised that he's going to carry out an investigation as to the cause of his death. But let us try to face reality in this question where the head of state did not announce that he died officially. It is the ambassador of French ambassador to Cameroon, who in an interview with journalists indicated that in their discussion, the head of state promised that he was going to carry out an investigation. I don't think that your house is burning and then you have a visitor, you discuss about the issue with the visitor. If the French ambassador did not announce to Cameroon, Camerooners would keep peddling the news that the head of state, that the government is saying nothing. Whereas the head of what caused Je pense quand même que le ministre de la Défense l'a fait. Il faut préciser par ailleurs qu'il y a pas mal de choses qui vont être faites dans les jours qui viennent et on espère que ce sera fait. C'est vrai que ce que vous soulignez quand même, qu'il est inadmissible, inconcevable, que vous avez un étranger, c'est à l'étranger en tout cas de trouver la solution. Bon, that the head of state is already handling the issue. I think et puis en plus ça, le chef de l'État, il a pas mal de choses à faire. Ce n'est pas à revenir également sur une histoire comme celle-là. That should have been included in the communique that came from the Ministry of Defense. Il n'est pas question de dire que c'est un étranger qui vient vous informer. Il est question des échanges, c'est-à-dire que des échanges avec le président de la République. Au menu des échanges, il y avait donc, on souligne, par exemple, l'affaire Wazizi. Mais ça ne veut pas dire que, maintenant, lui, au sortir de cette audience, maintenant, il indique aux journalistes... C'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui informe le président de la République. Non, il faut préciser par ailleurs que Mme Kevenash aussi est en train de préciser par ailleurs que là encore, il y a encore la manipulation. Pourquoi est-ce que c'est lui qui parle de ça? So do you think that the head of state wanted to appease the French ambassador more than Cameroonians? He should have spoken to Cameroonians, not to the French ambassador. C'est autre chose, mais je pense que on lui a posé des questions sur qu'est-ce qui constituait le menu de leurs échanges, et puis il leur a dit. Oui, mais vous pouvez parler d'autres choses. Vous n'avez pas besoin de souligner également. Vous pouvez dire pas mal d'autres choses, mais pas de revenir sur le fait que le chef de l'État a déclaré qu'il va faire quand même une enquête là-dessus. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Non, mais je pense que même cette information, je crois que ça a fait la une, ça a défrayé la chronique, que ce soit, j'ai suivi justement Paul-Cap, notre confrère Paul-Cap et Somba qui a fait justement un reportage RFI. Donc cette affaire est prise au sérieux. Et donc, si l'ambassadeur Christophe Guilou... Pourquoi seulement au Cameroun? Pourquoi seulement le Cameroun? C'est la grande interrogation. Mais pourquoi seulement au Cameroun? Bon, là c'est la grande interrogation. Voilà, pourquoi seulement au Cameroun que chaque fois qu'il y a une fourmi qui meurt, tout de suite là, on a besoin d'en parler? Oui, ça je ne sais pas encore, mais toujours est-il que moi je pense qu'on veut aussi... Bon, on espère que c'est un temps un peu... bon, je vais me taire. Hein. Bon, merci beaucoup, monsieur, d'avoir été là ce matin. Merci également pour votre revue de presse. Merci également pour ce décryptage. On espère tout simplement vous avoir demain pour une nouvelle édition de votre revue de presse. Mesdames, messieurs, nous entrons justement dans le débat. Ils sont là ce matin. Docteur Bénécris Kiézé, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à toute l'équipe du bien ce matin et surtout à ceux qui nous regardent à la maison. Merci d'être là ce matin et surtout bon début de semaine à vous également. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes, je salue particulièrement Bénécris que je félicite, qui est devenu il y a quelques semaines un tagne.
le père des vrais jumeaux. Félicitations à monsieur et madame surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue particulièrement tous les fan clubs de DBS Matin, notamment les fan clubs de Albert Anatola ici, qui me regardent dans le cadre de cette tribune. Mon coup de gueule de ce matin, Steve, eh bien, le Cameroun est fait actuellement face à une bataille aux enjeux géostratégiques, des géostratégies mondiales. Et qu'est-ce qui fait problème? Et bien évidemment, ce qui attire cette bataille, c'est la position du Cameroun par rapport à sa position au niveau du golfe de Guinée, par rapport à ses terres rares, par rapport à son sol et son sous-sol. Dans ce contexte, il y a donc certains politiciens qui nous ont balancé dans l'espace public le leurre de la tenance de gré à gré au sommet de l'État. Je pense qu'il est important que nos politiciens soient responsables et qui véritablement engagent les populations, le peuple dans les vrais enjeux. Parce que la guerre que je suis en train d'évoquer aura des conséquences et c'est un impact. On ne peut pas gouverner un pays qui va appartenir aux Américains, aux Français ou aux Chinois. Justement, c'est notre problème, en tout cas sur le continent africain. Patient Parfait, donc bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve, bonjour à Vénécris, ça fait un bonbon. Bonjour à Anatole. Bonjour à tous nos valeureux techniciens, à tous les fan clubs d'IBS La Matinale, qui sont de plus en plus nombreux, ça c'est une certitude. Et j'espère qu'on va aller au fond, tout droit dans le sujet, et puis on va essayer d'échanger sur cette question que vous proposez aujourd'hui. Justement, la question que je vous propose aujourd'hui, messieurs, c'est les investissements étrangers dans les terres agricoles en Afrique. Quel danger pour le commerce, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté? C'est notre thématique de ce matin, surtout notre grande interrogation. Impulsée par la double crise financière et alimentaire mondiale de 2007 et 2008, le phénomène spéculatif des terres arables, vente et location de terres agricoles en faveur des États riches, ça il faut le préciser, et des fonds d'investissement prend de plus en plus une importance à travers le monde, particulièrement, il faut le préciser, en Afrique. Depuis 2006 donc, on estime à une étendue de 50 millions d'hectares les terres agricoles dans le monde qui auraient fait l'objet de transactions financières dans le monde. Ça il faut bien le préciser. Toutefois, l'Afrique s'affiche comme le continent le plus touché par le phénomène à cause des coûts très compétitifs de ces terres, entre 5 et 10 dollars US l'hectare par an. Ça, il faut également que je le souligne. Du laxisme des textes agraires de certains pays et de sa main-d'œuvre abondante et moins chère. Selon donc une étude de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, plus de 3 millions d'hectares de terres africaines auraient été en négociation et ou achetés par des investisseurs ou des institutions financières et étrangères lors du premier trimestre de 2009. Dans le même temps, il faut préciser par ailleurs que l'Afrique est le continent qui souffre de plus de l'insécurité alimentaire et surtout de la faim. En plus, les activités agricoles couvrent près de 60% de la population active sur le continent et elles sont essentiellement de type intensif sur de grandes surfaces. Pour continuer d'ailleurs dans cette analyse, je tiens également à préciser qu'au regard de toutes ces implications, il va donc sans dire que le bradage continuel des terres sur le continent est un facteur susceptible de maintenir l'Afrique dans l'artisanat alimentaire dans lequel elle se trouve depuis des années et à la merci des cours mondiaux, avec le risque, il faut le dire, d'importantes crises alimentaires à l'avenir. Pendant qu'on vend des terres, on oublie parfois, messieurs, que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, demain après-demain, l'Afrique pourrait vivre justement une crise alimentaire, pour ne pas dire plusieurs crises alimentaires. Avant de vous passer la parole, je tiens à dire merci à Edmond Kati d'être là. Edmond Kati, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de DBS. J'espère que vous allez déjà mieux. Je vais mieux à présent, je vois que, je vais dire que j'ai passé un week-end un peu tourmenté, j'avais des petits bobos, mais ça va. J'ai vu mon médecin qui a fait le nécessaire, ça va. Merci en tout cas d'être là ce matin et bon début de semaine à vous également. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation. Messieurs, par ailleurs, ce phénomène provoque d'autres conséquences multiformes sociales, politiques et surtout économiques liées à l'expulsion massive et forcée des populations locales de leurs terres. Par exemple, messieurs, je vous prends un exemple simple en Éthiopie. Des expropriations musclées ont été menées par des sociétés propriétaires à la pointe du fusil et avec la bénédiction de l'État. C'est également le cas au Cameroun, dans le sud-ouest du pays,
pays. Nous estimons que le sujet mérite d'être analysé afin d'en souligner les enjeux et les conséquences du phénomène pour le continent africain. Tel est le but d'ailleurs de notre thématique de ce matin. Albert Anatola, ici, voilà le problème que nous avons. Tout à fait. Il vous souvient que lors d'une précédente émission, j'ai indiqué fort opportunément dans le cadre de dans cette tribune que si on ne fait pas attention, la prochaine crise sociale en Afrique et particulièrement au Cameroun sera foncière. Parce que de plus en plus, nous constatons qu'il y a un dol foncier qui est très exponentiel, pas seulement de manière globale sur le continent africain, mais plus particulièrement au Cameroun. Et ce dol, comme vous le pouvez, aliène et surtout viole, n'est-ce pas, les droits coutumiers des communautés. C'est ça, ça c'est important de le préciser. Et à partir du moment où les droits des communautés, les droits coutumiers des communautés sont violés, bien évidemment ça va engendrer des conflits. Et ça c'est important de le préciser. Mais en tout cas, vous avez posé la problématique. Pour aller en profondeur, qu'est-ce qu'il faut constater? Il faut constater que malheureusement, c'est un phénomène qui, c'est vrai que l'Afrique est plus concernée, mais c'est également un problème c'est un fléau, un phénomène qu'on observe aussi du côté de l'Asie, notamment du côté de l'Asie du Sud-Est. Je crois que c'est quand même paradoxal, vous l'avez également relevé dans votre propos tout à l'heure, un continent qui a un problème d'autosuffisance alimentaire, qui vend ses terres à $1, tout au plus à $5, un hectare, c'est scandaleux. Et très souvent, ce qui pose encore davantage de problèmes, c'est que le cadre juridique, soit de ces attributions, soit de ces ventes, soit de ces concessions, n'est pas clair. Parce qu'il s'agit généralement des opérations qui se passent de manière opaque, de manière extraordinairement opaque. Ce qui suppose donc que, très souvent, les communautés, lorsqu'il y a investissement, les communautés, il n'y a pas un cahier de charge qui fixe le cadre juridique des responsabilités de chacun. Notamment, d'abord, du co-contractant et surtout, quels sont les avantages que peuvent espérer les communautés riveraines. Je prends un cas. Il y a quelques années, je crois en 2008, j'ai eu à faire un papier sur un fait divers, qui était tout simplement un fait divers qui était banal, mais qui s'est avéré être dramatique du côté de l'implantation de ce copal du côté de Mbongo. Il y a un riverain qui a été assassiné, je dis bien assassiné, par les vigiles de la société Africa Security qui assure la sécurité de ces plantations de ce côté-là. Et tenez-vous bien, les auteurs, parce qu'ils étaient nombreux, les auteurs de cet assassinat sont libres aujourd'hui. Pourquoi? C'était quoi le crime de ce riverain? Il est allé ramasser les noix de palme qui tombent des régimes de palme pour que sa femme lui fasse la popote. C'était ça son crime, tout simplement. Alors, lorsque vous voyez donc n'est-ce pas, les sociétés, les multinationales se comporter ainsi sur le territoire africain, ça veut dire qu'il y a un problème. Et très souvent, et régulièrement d'ailleurs, c'est avec la complicité de nos gouvernants. Parce que il nous est arrivé de regarder à travers les médias un phénomène assez singulier au Cameroun. C'est-à-dire, vous allez au champ et lorsque vous revenez du champ, vous trouvez que votre maison ne vous appartient plus. Elle appartient désormais aux Chinois, elle appartient aux Américains, aux Français, aux Libanais. Deuxième chose, il y a un véritable jeu de massacre qui se passe, pas seulement. Déjà, il faut quand même dire une chose. La réglementation foncière, en tout cas du côté du Cameroun, ne permet pas véritablement aux étrangers d'avoir accès à la propriété foncière. L'accès à la propriété foncière s'articule sur deux choses. Soit le bail emphytéotique, soit une concession qui a une durée déterminée. Il est hors de question qu'on vende une propriété à un étranger. Donc, le fait déjà qu'on viole la loi de ce point de vue, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que nous avons, c'est un responsable de l'État, je parle de l'État gouvernant, et des gens qui sont complices. Et lorsque nous parlons un peu des statistiques, nous constatons également que lorsque ces concessions ou ces attributions ou alors ces ventes sont opérées, c'est non seulement le sol qui devient la propriété des nouveaux concessionnaires, mais surtout le sous-sol. Ça se passe
dans la Seine-Maritime où vous êtes originaire. C'est-à-dire que vous avez désormais les Chinois qui sont propriétaires, non pas seulement du sol et du sous-sol, qu'ils exploitent et polluent en même temps. C'est-à-dire que là, l'écosystème est détruit au vu et au sud de tout le monde. Oui. Vous irez à l'est où ils font dans l'extraction minière, la même problématique se pose. C'est-à-dire qu'il y a la pollution environnementale qui est on ne peut plus extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement il y a la dégradation de l'écosystème, mais en même temps il y a la pollution. Et ça se passe au nez et à la barbe de tout le monde, notamment en violation même des dispositions, notamment du code minier, par exemple, ou du code portant sur l'exploitation, la loi portant sur l'exploitation forestière. Donc je crois qu'il s'agit d'une problématique vaste qui mérite davantage que nos communautés soient sensibilisées, parce que tout qu'on fait en Afrique, vous ne pouvez pas vendre un terrain, parce qu'on devrait prendre en compte ce que je pourrais appeler le droit de préemption. C'est quoi le droit de préemption? Vous, si vous avez envie, par exemple, de vendre votre téléphone portable, dont je suis peut-être en possession, vous devez d'abord vous assurer si je suis intéressé par la vente de ce téléphone avant peut-être de l'attribuer à quelqu'un d'autre. Or, sur le continent africain, on viole toutes ces dispositions légales. Donc, je crois que, à mon sens, il va falloir que, dans un contexte surtout d'insécurité alimentaire, dans un contexte où vous avez des communautés qui sont porteuses de projets agro-pastoraux, il est, à mon sens, incongru, je veux dire inacceptable, qu'on se mette à vendre des hectares de terrain à des étrangers. Des millions d'hectares d'ailleurs, messieurs. Patient parfait d'homme jusqu'à preuve de contraire. On a l'impression que les Africains, ou alors les politiques africaines, ne comprennent pas encore ce qu'ils font. Pourtant, de l'autre côté, l'Occident pense que les terres d'Afrique sont un Eldorado qu'il faut, il faut le dire, avoir à tout prix. Un Eldorado aujourd'hui convoité. Je remercie Anatole pour les exemples, quelques exemples qu'il vient de prendre. Mais oui. On sait qu'il y en a encore lourdement plus que cela. Mais il faut qu'on questionne, avant d'aller dans les détails, n'est-ce pas, de ce débat, que nous puissions questionner quel est le mode économique dominant dans le monde aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit. Le mode économique dominant dans le monde aujourd'hui est devant lequel l'Afrique est d'un plat-ventrisme, comme les Algériens, incroyable, c'est le capitalisme. Le capitalisme, on achète tout. On achète tout dans ce système. Tout. Ils sont arrivés même au niveau d'acheter même l'être humain. Donc, à partir de ce moment-là, nos États, si ils n'ont pas des législations, j'allais dire, solides, rigoureuses, qui protègent au-delà de leurs propres citoyens, mais aussi l'espace vital que sont nos terres, je pense que nous irons de drame en drame, de malheur en malheur. Parce que les autres, vous voyez maintenant, non contents d'organiser un système économique où il y a un petit nombre, je les appelle Happy Few, qui s'accapare pratiquement les statistiques sont alarmantes. D'autres parlent même de 90% des richesses mondiales, où vous avez maximum entre 1 et 5% de la population mondiale qui a 90% des richesses mondiales. Ils ont créé d'autres, ils ont exploité, éliminé, mais ils se rendent compte d'une chose. La prochaine bataille va être la bataille de la terre. Celui qui va posséder les concessions foncières les plus importantes va peser de tout son poids dans l'organisation du monde. Pourquoi? Ouais. Pourquoi quand on parle de la terre, là-dessus, il y a le sol, mais il y a aussi le sous-sol. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand on parle de la terre, on parle d'une question que nous n'avons pas encore abordée, qui est la question de l'accès à l'eau douce. Je vous rappelle que la prochaine guerre qui se passe dans le Moyen-Orient, ça va être la guerre de l'eau. Pour l'instant, l'Afrique est un scandale sur ce plan-là. Même le désert qu'on demande du Sahara, c'est un désert. Le sous-sol du Sahara regorge d'eau douce à ne plus en finir. C'est une mer d'eau douce. Or, cette question-là, comme les autres, ils ont la capacité dans leur think tank de réfléchir, de se projeter dans 5 ans, dans 100 ans, ok, ils orientent leur investissement dans ces domaines-là.
Ici, chez nous, nous n'avons pas de législation qui protège assez nos États et le futur, dont nos enfants. On pense que la meilleure manière de pouvoir avoir accès à certains guichets internationaux, c'est de tout brader. Et on brade même l'essentiel, que sont nos terres. Donc, je pense donc que cette question, au-delà du fait que nous avons des petits fonctionnaires véreux par là qui essayent de faire des faux joint ventures, comme on a vu à l'Est, avec soit des groupes chinois ou bien européens, pour faire l'extraction de manière artisanale de l'or en polluant complètement un fleuve comme l'Acadie, qui était pour les riverains de ce fleuve-là. Le fleuve qui leur donnait de l'eau, beaucoup boivent cette eau-là, mais aussi leur permettent d'avoir des subsides pour avoir des protéines animales par le biais des poissons. Plus possible de faire la moindre petite pêche là-bas, etc. Donc, je pense que nos États sont responsables de ce qui est en train de se passer. C'est un drame qui, pour l'instant, n'a pas encore dévoilé toute la dimension de ce qu'il représente. Mais à terme, comme on l'a vu au Sud-Ouest, heureusement qu'au niveau du Sud-Ouest, avec, je crois, la société Héraclès, quelque chose comme ça. Héraclès, oui. Oui, là-bas, les populations ont vu comment leur espace vital, ils ne devaient plus rien avoir. Et ils se sont soulevés. On vient pour faire une palmeraie, finalement, ça devient une exploitation de bois. Oui, que ça ne se passe pas comme ça. Dans certaines zones, comme ce fut le cas, je ne sais pas si ça a déjà été matérialisé, dans la réserve du Dja, où il y a une société qui... Bon, c'est au Cameroun qu'on voit des choses pareilles. On entend les gens dire, on va acheter une réserve. C'est-à-dire qu'un espace classé réserve nationale. Il y a des gens qui ont des plans là-dessus, ils vont acheter la réserve. Des drames sont incroyables. Les populations qui y vivent, par exemple, les pygmées, ils n'ont plus d'habitat. Ils n'ont plus d'habitat, on les change de là. Deuxièmement, la société qui vient s'installer, elle vient avec une législation qui est en contradiction avec la législation camerounaise. C'est-à-dire, elle va avoir sa propre armée, bon, excuse-moi, mais sa propre police, sur cet espace-là, elle va décider de la justice sans tenir compte de la justice nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes là en plein dans une opération, dans une nouvelle opération de razzia, n'est-ce pas, de ce qui nous est important que sur la terre. Et je vous avais dit, si vous voulez aborder la question de la terre, regardez ce qui se passe au Brésil. Au Brésil, il y a un mouvement de sans-terre qui existe. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, avec tous ces petits racistes, vous savez que la plupart des élites brésiliennes, ce sont des gars qui étaient des nazis, qui avaient fui l'Allemagne, souvent avec la complicité de la CIA, qui se sont retrouvés. Je parle du Brésil, je parle de la Colombie, je parle de l'Argentine, ne l'oubliez jamais. C'est eux qui sont les élites politiques. Pour eux, les communautés autochtones n'ont aucun droit sur leur espace. Ils le vendent à qui ils veulent. Quand on vous donne des chiffres hallucinants de la destruction de l'Amazone, ce que ça représente en termes de terrain de football par an, mais c'est incroyable. Mais ils continuent. Malgré les sonneries d'alarme, malgré les faux COP 21, on va protéger la planète. Non. Quand il s'agit de leur volonté, de cette boulimie, n'est-ce pas, d'acquérir des espaces qui vont forcément devenir de la valeur plus tard, parce que vous savez que la terre va devenir de la valeur plus tard. Vous voyez le sol qui est réservé aux Palestiniens, on n'en parle pas beaucoup. Dans bientôt, la Palestine ne va plus exister. Pourquoi? À cause de cette affaire de la terre. Elle n'a pas seulement une valeur symbolique du fait que Ngospus dit que c'est un espace où mes grands aïeux, depuis les millénaires, ils sont. Mais elle est devenue une marchande, une valeur marchande. Comme ce micro, comme votre belle montre, etc., etc. Pour eux, c'est comme ça qu'ils voient cette affaire-là. Donc la dimension humaine que nos dirigeants devaient mettre sur la table dans cette affaire-là, c'était de dire, attention, il y a des choses qu'on peut marchander, nous ne marchandons pas la terre. Parce qu'elle fait partie de ce que nous avons de plus important. Elle fait partie de ce que, de la seule chose en fait, qui nous donne l'impression que nous sommes des humains comme vous. Parce que bon, les autres, nous avons commencé à faire des OPA sur le reste, mais au moins que nos terres, qu'on sache que ces terres-là vont nous appartenir, parce que nous y sommes nés, nos parents sont nés, et nos prédécesseurs ont tout fait pour préserver cet espace, pour que les générations futures puissent en bénéficier. Mais quand on voit le comportement de certains de nos fonctionnaires, de certains de nos élites, qui ont mal lu les textes économiques, n'est-ce pas, de tous ces grands penseurs économiques capitalistes, et qui veulent les appliquer bêtement. Ici, chez nous en Afrique, on a vraiment des raisons d'être très inquiets.
Il faut absolument connaître à la tête de nos États, des États patriotes, qui comprennent le sens, comme le disait Sankara, de l'histoire. Il faut donner les moyens à nos communautés. Il faut même donner, à la limite, s'il y a des joint ventures possibles, que ce soit entre les promoteurs africains, camerounais et les communautés locales. On ne peut pas accepter que les étrangers viennent prendre possession de nos terres comme le font les Chinois. Pourquoi ne pas c'est-à-dire encourager, susciter l'entrepreneuriat local, les entrepreneurs qui vont faire dans des plantations, dans les champs, dans un certain nombre d'activités agro-pastorales, en joint venture avec les communautés locales pour exploiter ces terres. On estime que nos terres ne sont pas du tout exploitées. Pourquoi toujours penser que c'est quand l'étranger viendra que finalement nous allons faire quelque chose? Je continue de vous dire et d'insister que si nous ne faisons pas attention, nous aurons 475 000 km apparemment, c'est ce qu'on chante, mais dans les 475 000 km, vous aurez une bonne partie qui sera privatisée entre les mains des étrangers qui vont vous empêcher de mener un quelconque projet de développement à la fois économique et humain sur ces espaces-là. Et ça, c'est ça le danger qui nous guette. Et ce danger-là, nous devons rapidement le mettre en perspective de réflexion pour que ça ne se produise pas. Déjà, tout à l'heure, il a pris le cas de la Sokapalm. Vous savez que les terres de la Sokapalm n'appartiennent plus aux Camerounais. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez là-bas. Ah non! Il y a des lois très strictes. Vous avez vu quelqu'un qui a été tué. Alors, je peux prendre le cas, mais il n'y a pas que la Sokapalm. Il y a d'autres espaces, comme ça, aller dans le sud. Je vous avais parlé d'Africa Security. Mais un de ses patrons, peut-être le premier patron, il a des plantations de palmiers dans le sud. Des centaines d'hectares. C'est comme ça qu'on va continuer. Pourquoi l'État ne peut pas envisager un programme économique de nature à valoriser nos terres, de nature à essayer d'exploiter ces terres-là avec les populations locales? Ça va permettre ce que j'ai expliqué ici, un cercle vertueux qui va permettre non seulement aux populations de tirer profit de cette exploitation, mais surtout à l'État de garder dans maintenant comme tout est marchand, dans son propre portefeuille, ces terres. Mais nous serons face bientôt à une situation qui est incroyable. On parle de violence. Quand on parle de violence des pays de l'Asie, par exemple, la question de Runga, ces musulmans qui sont dans cet espace-là, vous savez ce qui leur arrive? Ils n'ont plus de terre. Justement, ils n'ont plus de terre. Donc je dis, si nous ne faisons rien, si nos États ne font rien, si enfin de États patriotes ne se lèvent pas pour prendre possession du pouvoir politique dans nos pays, nous allons nous retrouver avec des Camerounais qui sont sans terre. Et avec la perspective de la création de mouvements sans terre et tous les dégâts que cela peut comporter plus tard. C'est vrai que déjà, dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres, il y a déjà les natifs même de ces zones-là qui n'ont même plus de terre. On va dans la ville de Douala. Il y a certaines personnes qui n'ont plus de terre. Qui n'ont plus de terre. Même de maison, il faut même préciser. Parce que maintenant, Corona est arrivé qu'il n'y a plus des funérailles. Mais on voit les gens sont obligés de faire des funérailles sur la chaussée. Parce qu'ils n'ont plus d'espace pour, de manière digne, organiser des cérémonies pour accompagner les leurs. Donc, nous serons de plus en plus dans cette situation-là. Moi, je connais un hôtel dans la ville de Douala où quelqu'un a acheté un terrain, mais on a acheté les caveaux familiaux qui étaient sur cet espace. Quand vous êtes dans une chambre de terre, vous voyez des tombes. Parce que bon, il a concédé un petit espace comme ça, où dit que bon, de temps en temps, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir vos tombes. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que le désordre commence dans notre tête. Et ce désordre qui est dans notre tête, on l'applique parce que nous avons appris les théories économiques capitalistes qui nous font croire que la meilleure manière de s'enrichir, c'est de tout acheter. Et l'État consacre, n'est-ce pas, de manière légale, dans ses textes réglementaires, le fait qu'on peut s'acheter les terres. Mais plus grave, quand l'étranger peut acheter les terres chez nous, c'est ce qui est effarant du point de vue de la logique, du point de vue même d'une pensée réellement et authentiquement patriotique de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Donc vraiment qu'on ramène tout ça et qu'on va aller dans peut-être le plan technique, les autres laissent la parole, pour expliquer pourquoi nos législations sont aussi, je ne dis pas souples, mais sont aussi poreuses
en termes de capacité à ne pas permettre que les gens fassent n'importe quoi quand ça concerne le terrain. Edmond Kouyaté, pourtant on nous a toujours enseigné que gouverner c'est prévoir. Déjà que les pays africains sont en insécurité alimentaire, d'ici à 50 ans ça va être pire. Qu'est-ce qui est prévu? Déjà il faut le dire, les terres relèvent de l'ordre de la souveraineté. Oui. Parce que quand on parle de triangle de souveraineté, là-dedans, vous avez le territoire. Et le territoire, c'est l'ensemble des terres. Par exemple, au Cameroun, quand on dit le territoire camerounais, c'est 475 000 km², c'est de manière souveraine. Et il y a deux façons de perdre ces terres, de perdre ces souverainetés. Soit vous êtes annexé, soit on conquiert vos terrains par des guerres, soit vous les cédez bêtement, comme nous sommes en train de le faire. Ça veut dire que nous sommes en train de céder notre souveraineté. Quand vous cédez des pans entiers de votre territoire, ça veut dire que délibérément, ce pourquoi d'autres se sont battus au prix de leur vie, de leur sang, de leur souffrance, pour conserver, vous êtes venus par cupidité, par avidité, par appât de gain facile, vous avez cédé. Et lorsque vous cédez, c'est généralement, comme disait ici, pour des très longs, pour des périodes assez longues, 99 ans très souvent. Ça veut dire que pendant 99 ans, les générations futures... Il y a au moins 3 générations qui passent. Ils n'auront pas mot à dire là-dessus. Et ça va créer beaucoup de phénomènes. Vous avez vu par exemple en Afrique du Sud, les Blancs qui se sont installés là-bas, ils ne sont pas venus un matin avec des fusils et des trucs, non. Ils sont d'abord venus, ils ont acquis des terres, c'était des grands, des grands fermiers. Ils venaient, ils achetaient des pans entiers. Pareil en Palestine, quand on parle du retour, n'est-ce pas, des Juifs, ils ne sont pas venus tout de suite avec des armes, non. Ils sont venus, ils disent qu'ils veulent investir, on leur a concédé des pans entiers, et après ils grandissent là, des générations s'installent, et puis jusqu'à ce qu'ils pensent qu'ils doivent s'intéresser, n'est-ce pas, à la vie politique, économique, ils doivent avoir un mot à dire. Et du jour au lendemain, ils sont puissants, ils sont très forts, et vous êtes faible, et ils prennent le dessus sur vous. Je vais vous poser une question. J'ai entendu une incongruité dans mon pays, le Cameroun, avec tous les problèmes que nous avons. Nous décrions tous les jours, n'est-ce pas, cette partie importante que nous accordons à l'importation pour nourrir nos populations, notamment du riz. Oui. Mais il ne m'a pas échappé d'entendre que on a décidé de céder des pans entiers de nos terres arables aux Chinois qui doivent, pour la culture du riz, non pas pour des besoins de consommation locale, mais à des besoins d'exportation. Il me semble quand même que c'est assez incongru à un moment où on est justement en train de se battre pour maintenir la sécurité alimentaire, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions contrôler les chaînes de valeur de production de nos aliments de bout en bout sur nos sols, parce que nous en avons les atouts et nous en avons les moyens. Mais au moment où nous sommes encore en plein dans ce débat, on a décidé de céder des pans entiers de notre territoire aux Chinois pour cultiver du riz à effet d'exportation. Cela me semble assez incongru. Mais cela me semble dangereux pour l'avenir. Pourquoi? J'ai vu des Chinois au Cameroun qui ont des cartes nationales d'identité nationale. Des Chinois, je l'ai vu, ça s'est baladé sur le net, tout le monde l'a vu. Alors, imaginez-vous, les Chinois qui vont s'installer, qui vont cultiver, qui vont exploiter ces terres pendant 99 ans. Ça veut dire que vous et moi-même ne serons plus là en ce moment-là. Alors, la génération qui va naître, des Chinois qui vont naître là, qui dans 50 ans auront certainement 50 ans justement, et qui sont nés au Cameroun, vous ne pouvez pas leur dire, écoutez, vous n'êtes plus chez vous. Imaginez-vous qu'ils disent, mais écoutez, moi je suis né ici, je suis camerounais, je préfère... Ils sont d'ailleurs très nombreux, hein, les Libanais, voilà. Les Grecs également qui sont nés ici, et qui disent qu'ils sont camerounais. Ils vous sont camerounais, et ils vous disent, non, je veux un poste de maire, je veux un poste de député, je veux un poste de... Comme ça se passe à Libreville actuellement. Vous ne pouvez pas lui opposer une fin de non-recevoir, oui. Parce que s'il y a un titre, n'est-ce pas, camerounais, s'il a une carte nationale d'identité camerounaise, s'il est né au Cameroun, et il peut le prouver, alors je ne vois pas comment vous allez lui opposer une fin de non-recevoir. S'ils sont comme ça, 50, 100, 200, 500, 1000, ça commence à poser problème. Depuis l'année 2000, le Cameroun avait prévu 200 000 Chinois, avant 2020. Écoutez, on est déjà près de 200 000. Ça veut dire que si dans 99 ans, vous avez 200 000, 300 000 Chinois,
vous serez obligé, par un moyen ou par un autre, de modifier votre législation pour les intégrer et faire en sorte qu'ils soient une partie intégrante de la vie nationale camerounaise. C'est comme ça que les problèmes commencent. Ça veut dire que nous aurons aujourd'hui créé les conditions, n'est-ce pas, conflictuelles et conflictogènes pour la génération future. Ils devront gérer un problème dont ils ne connaissent pas les tenants, mais dont ils devront tout simplement gérer les aboutissants. C'est malhonnête, ce n'est pas bien. Parce que nous, aujourd'hui, l'histoire qu'on nous apprend, c'est que nos dévanciers se sont battus corps et âme, se sont sacrifiés quand on nous explique les conditions dans lesquelles les Osende Afana, les Oumniobe sont morts, les NS Wandi sont morts. C'est des conditions généralement atroces. Et quand on vous parle des maquisards, c'est-à-dire des gens qui avaient choisi pour préserver la souveraineté de leur pays, ils ont choisi de mener une vie assez difficile. Clandestine, dans des forêts, exilés pour certains, ne pouvaient couper de leur famille pour d'autres. Et tout cela, ils l'ont fait parce qu'ils estimaient que 475 000 km du territoire étaient précieux et donc il ne fallait pas perdre une partie et même qu'il ne fallait pas accepter que les gens qui y viennent vivent en nous imposant, n'est-ce pas, un certain nombre de choses qui avaient mal à passer. Et donc si les gens l'ont fait et que nous aujourd'hui, par appât de gain, par cupidité, par avidité tout simplement, parce que nous voulons gagner un peu de pécule, nous pensons qu'il faut créer cette génération, créer ces conditions, n'est-ce pas, conflictogènes pour des générations à venir, il me semble quand même que c'est assez difficile à avaler. Je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui au Cameroun, alors que justement les gens se battent ça et là, quand vous entendez tous les conflits que vous entendez, généralement c'est un problème d'un mètre carré. Quand vous voyez les gens qui sont morts en Crimée, quand vous voyez les gens qui sont morts à Sébastopol, c'est tout simplement parce qu'ils disent à la Russie, non, ça c'est notre frontière ici. C'est notre mètre carré, il ne faut pas le toucher. Il faut pas le toucher. Et pour cela, des gens perdent leur vie, des gens meurent. Mais nous, ici chez nous, délibérément, on a oublié ça. On cède ça comme ça, on donne, on brade. Si vous allez à l'Est, on va vous dire que non, ici, vous pouvez tout faire sans passer ici, parce que ça appartient à tel président aux français. États-Unis. Vous voulez encore vous tourner de ce côté. On vous dit non, faites tout. Surtout, il ne faut même pas couper une feuille de bananier ici, parce que c'est pour tel puissant américain, c'est pour tel président français. On vous dit même, si vous avez tiré votre animal, vous avez tiré sur un gibier, en fuyant, on dit non, il faut le laisser là-bas, parce que vraiment, si tu vas là-bas, tu cherches déjà des problèmes. Pourquoi ? Parce que ça appartient à un tel ou à un tel. Et c'est comme ça, des hectares et des hectares. Et donc, ça pose un problème. Ça pose même un problème parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus au Cameroun concevoir des politiques aisément, vous ne pouvez plus concevoir des politiques de développement parce qu'il faut intégrer cette dynamique-là. Si vous vous dites, par exemple, qu'aujourd'hui, on va créer des chaînes de valeur de production de ceci ou de cela, on va vous dire, ah non, si vous comptez sur tel espace de territoire, ce n'est plus possible parce que désormais, il faudra aller prendre le visa chez tel qui est désormais le propriétaire. Vous voyez que ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, il me semble que nous devons nous inspirer des leçons, n'est-ce pas, du passé, surtout chez les autres. Vous avez parlé, par exemple, j'ai entendu quand j'entrais dans ce studio parler de l'Éthiopie, mais c'était un véritable problème. Oui. Parce qu'en Éthiopie, il y a eu ce problème où on a eu à céder des pans entiers, n'est-ce pas, de territoire à des Chinois, et par la suite, ils ont imposé une loi telle que même l'autorité centrale ne pouvait plus venir là-bas avoir droit de regard sur ce qu'ils font. Alors ça a heurté la sensibilité des populations locales qui un matin se sont levées, armes au poing, gourdins, machettes, n'importe quoi, flèches, pour aller délocaliser les Chinois. Ça a créé des bruits diplomatiques entre l'Éthiopie et la Chine, mais les gens sont restés fermes sur leur position. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Malheureusement, jusqu'à preuve de contraire, du côté de l'Éthiopie, il y a une base militaire chinoise. Voilà. Et donc, au départ, quand ils ont pris ça, ce n'était pas pour faire des bases militaires. Et donc, c'est ça le problème. Parce que lorsque vous cédez les terres, les gens ne vous disent pas toujours tout le projet qu'ils ont derrière. Mais une fois qu'ils ont le visa de concession, après, vous ne pouvez pas leur imposer quoi que ce soit. Ils peuvent vous dire non, désormais, ça m'appartient, c'est ma propriété. Et comme disait Parfait, nous sommes désormais dans une loi de capitalisme. La propriété, n'est-ce pas, se défend jusqu'à l'international. Et donc, si il est, n'est-ce pas, établi que quelqu'un a acquis, n'est-ce pas, de ses moyens, un pan de votre territoire, et que désormais, il veut en faire bon usage, il veut l'exploiter comme il veut, et vous refusez, il peut vous porter plainte à l'international. Et ça, il va avoir gain de cause.
il va obtenir gain de cause parce qu'il a acquis. C'est désormais comme ça. Dans le capitalisme, c'est comme ça. Si j'ai acheté, n'est-ce pas, si je vous ai demandé combien coûte un téléphone, vous m'avez donné. Si je veux l'utiliser à d'autres fins, autre qu'à appeler, vous n'allez pas venir me dire non, je te vendais ce téléphone uniquement pour appeler et recevoir. Non, je peux en faire ce que je veux désormais parce que je l'ai acquis. Donc désormais c'est comme ça. On a eu des problèmes, vous avez dit au sud-ouest avec Heracles Farms, qui a voulu cultiver, n'est-ce pas, du palmier à huile. Malheureusement, il est venu pour l'exploitation du bois. Il se trouve tout simplement que après, le promoteur du projet décède. Oui. Et les gens estiment que comme ils ont investi un peu beaucoup d'argent pour s'installer, ils devaient rentrer dans leurs fonds. Et avec la complicité de quelques fonctionnaires, du jour au lendemain, on leur a signé un permis d'exploitation de bois. Personne n'a compris comment. Donc vous avez des choses comme ça, je pense qu'il faut mettre ici en facteur. Ce qu'il faut mettre ici en facteur et en surbrillance, c'est la cupidité, l'état d'esprit, n'est-ce pas, de certains de nos fonctionnaires qui pensent que pour un peu de pécule, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Je pense qu'au Cameroun, si on devrait céder une des parties de notre territoire, cela devrait se faire dans un processus de transparence et de manière concertée, impliquée avec toutes les communautés, avec les populations. Et donc, je ne pense pas qu'il appartient à un individu, fût-il un élu, n'est-ce pas, de signer un visa de concession sur des pans entiers de notre territoire. Ça devrait se discuter à l'Assemblée. Pourquoi est-ce qu'il s'installe ? Comment est-ce qu'ils s'installent, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles sont les règles, et quelles sont les limites. Le cadre juridique devrait être débattu à l'Assemblée. On devrait savoir, par exemple, je ne pense pas que dans une Assemblée nationale camerounaise, on pouvait débattre de la cession, n'est-ce pas, d'une partie de nos terres aux Chinois pour exploiter le riz à des fins d'exportation. Je ne pense pas que cela aurait dû passer. Au moins même, n'est-ce pas, la clameur populaire aurait fait en sorte que non, aurait fait rappeler aux gens que non, mais écoutez, nous avons besoin du riz ici. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, utiliser tout ce que nous avons comme devise pour importer chaque année des tonnes et des tonnes de riz. Et quand on cultive du riz sur notre territoire, c'est pour exporter. Je pense qu'au moins ça aurait pu freiner les ardeurs des uns et des autres. Donc je pense, pour conclure, que, n'est-ce pas, si on doit céder des terres à des fins d'investissement, c'est possible. Mais cela devrait se faire dans un processus de transparence et de manière concertée et impliquée avec les populations locales. Comment ça ? Il a par exemple parlé des joint ventures. On ne devrait pas céder des pans entiers, n'est-ce pas, à des étrangers sans qu'au moins un Camerounais ne soit partie prenante de ce business-là, d'une manière ou d'une autre. On devrait faire comme ça se fait par exemple ailleurs. Vous savez par exemple qu'en Guinée équatoriale, vous n'ouvrez pas une société en Guinée équatoriale si un Guinéen n'est pas actionnaire dans cette société. Ce n'est pas possible. C'est bien comme ça. Il faut protéger, n'est-ce pas, les locaux. Et donc je pense qu'on devrait un peu faire ça chez nous. Pour céder 1 mètre carré, n'est-ce pas, à un étranger, il faudrait qu'il nous prouve, qu'on sache ce qu'ils veulent en faire et que, n'est-ce pas, de manière impliquée, qui est un Camerounais pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir le contrôle sur cette affaire-là. Docteur Bénicry, jusqu'à preuve de contraire, le bradage des terres depuis 2007, 2006 d'ailleurs, 2008, jusqu'à aujourd'hui en 2020, va créer justement, il faut le dire, hein, des crises sociales, des crises alimentaires, mais parfois on peut également penser à des crises politiques dans les années à venir. Oui, effectivement, c'est déjà derrière le constat. À travers le monde entier, quand vous regardez, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai parlé récemment de l'appropriation des terres qui appartenaient aux Bidjans. C'était le peuple autochtone d'Abidjan, oui, qui a été spolié, ce peuple, par les colons. Et après même la colonisation, par des firmes françaises. Et ces problèmes est récurrent en Afrique. Il y a beaucoup de peuples qui se sont vus déposséder de leurs terres. Et donc, ce phénomène a été étudié. Et si nous voulons remonter à la source ou à la base même de ces phénomènes, nous allons nous rendre compte que des grands esprits y ont déjà pensé. Quand nous regardons par exemple l'objectif fondamental de la conférence, la toute première conférence panafricaine à Londres en 1900, était l'appropriation des terres autochtones par les colons. Donc les Noirs, les panafricanistes avaient déjà cela dans le viseur, que le plan, l'objectif final de l'occidentalisme politique et économique était l'appropriation des terres du globe.
Donc il fallait s'approprier de la terre, mais il fallait mettre des mécanismes appropriés, institutionnels, politiques, économiques pour y arriver. Il ne fallait pas y arriver de manière brisque, puisque le peuple allait se réveiller, mais il fallait le faire de manière masquée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple en Afrique? Vous allez constater par exemple des gens comme Hugo, par exemple Victor Hugo, il y a Montesquieu, il y a beaucoup de gens qui ont été des maîtres à penser de cette politique, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui malheureusement implémentée par l'ONU. Nous allons nous en rendre compte. Par exemple, Victor Hugo disait en son temps que l'Afrique n'est qu'un tas de terre, c'est-à-dire une nuit. L'Afrique n'a aucune perspective sans l'homme blanc. Pour Victor Hugo, l'Afrique n'a de valeur que lorsque l'homme blanc y a mis le pied. Et je suis comme surpris de voir beaucoup d'intellectuels se référer à ces racistes qu'était Victor Hugo, qui pensaient pour lui que même l'homme qui vivait en Afrique n'avait pas de la valeur en termes de pensée ou de projection. C'était juste des terres vides et l'homme blanc est venu donner de la valeur à cette terre. Et malheureusement, cette politique-là est implémentée par l'Organisation des Nations Unies. Par exemple, l'ONU a déclaré dans un rapport de 1994 que les problèmes de l'humanité ne peuvent plus être réglés par les gouvernements des nations. Il faut donc aller vite à la mise en place d'un gouvernement mondial. C'est une dépossession de la souveraineté des États. Et nous sommes en train de passer, le monde est en train de vivre une mutation qui passe des États-nations vers l'État-monde, c'est-à-dire l'État mondial, c'est-à-dire auquel les États, les nations n'auront plus de souveraineté. Il faut rétrocéder votre souveraineté à cette organisation mondiale qui va vous gérer. Et vous allez vous rendre compte que cet État qui se met en place progressivement aura, n'est-ce pas, déjà, il y a une agence onusienne pour la gestion de l'environnement qui est en train de se mettre en place pour que demain, vous ne soupçonnez peut-être rien derrière le fait de décréter certains patrimoines comme patrimoine de l'humanité. Cela veut dire que ça ne vous appartient plus. Sa gestion et son appréciation appartient maintenant à une caste de gens qui s'appelle élite mondiale, autoproclamée, puisqu'il n'y a aucune base juridique qui donne à ces gens le monopole de décision sur les terres qui appartiennent aux Africains. Regardez par exemple nos forêts à nous. Même en Afrique centrale. Moi, j'appartiens à un pays qui, en lui seul, regorge 47% des réserves forestières au monde, la RDC. Donc, vous voyez un peu ce patrimoine-là, qu'est-ce que ça représente. Mais vous êtes buté à des codes forestiers qui interdit même à vos pays de toucher un certain nombre n'est-ce pas, d'hectares ou de pratiquer un certain nombre de cultures chez vous, avec votre terre. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à des codes forestiers, à des codes miniers qui vous sont imposés par soit la Banque mondiale, soit le FMI, ou alors le Club de Rome, comme on le dit généralement. Pourquoi? Parce que ça contribue à une politique, n'est-ce pas, d'appropriation des terres. Donc, je voulais partir de la macro-vision pour arriver à ces phénomènes que nous constatons. C'est une projection politico-mondiale, mondialiste, qui est le fer de lance de l'Organisation des Nations Unies. Alors, comment ça se passe au niveau des nations? Ça se passe que lorsque nous avons acquis nos indépendances, par exemple, moi j'appelle ça des indépendances fictives, parce que politiquement l'Afrique n'a jamais été indépendante. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun pays africain, je parle de l'Afrique subsaharienne, aucun pays africain n'a concocté une constitution qui s'inspirait de sa propre culture locale. Tous les pays africains nouvellement indépendants se sont pratiquement appropriés des constitutions qui appartenaient au maître, à l'ancien maître. Ils ont calqué ces constitutions pour administrer des territoires dont l'historicité et la sociologie n'avaient rien à voir avec les pays qu'ils ont copiés. Et donc c'est ainsi que vous avez des articles sur nous qui ont été installés. Dans ces conditions, par exemple, la terre appartient à l'État. J'ai fait celui en RDC la prévention parce que j'ai lutté contre cet article qui voulait que l'État devienne ipso facto le gestionnaire des terres. C'est-à-dire on vous dépossède des droits de disposer librement de vos terres, n'est-ce pas, et demain de revendiquer les droits de propriété. Puisque l'objectif de la mondialisation est que l'État demain, tous les États signataires de ces accords mondialistes doivent rétrocéder une partie de leur souveraineté. Et que si vous donnez donc aux États les contrôles effectifs de leur pays, des terres de leur pays, et qu'en les rétrocédant, n'est-ce pas, à l'organisation mondiale, du coup, ils rétrocèdent non seulement les terres, mais tous les droits qu'ils ont sur le peuple, sur les terres,
et sur votre devenir. C'est cela, en fait, la programmation de la mondialisation. Quelqu'un a parlé ici de la donnée, la dynamique capitaliste. Effectivement, c'est cela. C'est ce qu'on appelle même l'impérialisme, le capitalisme la plus virulente. C'est cela, systémique, que nous sommes en train de participer. Et maintenant, les pays africains, malheureusement pour la plupart, ont signé ces accords-là. Ils ont signé les accords onusiens. Ils ont signé les accords avec les institutions internationales. Du coup, ils n'ont pas la liberté de prendre des décisions engageant l'avenir de leur pays. Ça, c'est la deuxième dynamique qu'ils ont utilisée, c'était la privatisation. Vous savez que lorsque vous privatisez une partie de votre terre, quelqu'un l'a démontré ici, la partie que vous avez privatisée ne vous appartient plus. C'est comme l'ambassade des États-Unis ici. Aucun Camerounais, même l'État camerounais, ne peut pas prendre des décisions à l'intérieur de ce territoire qui pourtant se trouve sur votre pays, dans votre pays, sur votre territoire. Mais dès lors que vous l'avez rétrocédé à un pays tiers, sous forme d'ambassade, à l'intérieur de ce pays, c'est une représentation de leur pays. Donc ça représente les États-Unis au Cameroun. Donc c'est un peu ce mécanisme juridique-là d'appropriation des terres et l'assujettissement de peuples qui a été la fer de lance de la politique onusienne. Aujourd'hui, pour chuter par exemple, l'ONU l'a démontré clairement. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui stipulait que tous les hommes naissaient égaux devant la loi, n'est plus aujourd'hui la dynamique sur laquelle s'est définie l'ONU. L'ONU aujourd'hui est en train de nous plonger dans un culte néo-païen qui fait de l'homme un simple objet. C'est-à-dire, demain, nous allons avoir un gouvernement mondial qui va nous imposer une carte. Parce que c'est déjà en train d'arriver. Oui. Une carte des citoyens du monde. Cela veut dire qu'à un moment donné, élite ou pas, vous ne pouvez pas avoir la facilité d'opérer à une échelle donnée si vous n'appartenez pas à cette caste-là. Donc nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la centralisation forcée du monde. L'ONU est en train de contrôler déjà la santé, l'information, n'en parlons même pas, les terres, l'environnement, n'en parlons même pas, mais derrière tous ces objectifs-là, il y a une seule chose, déposséder les pays, les hommes de tous les droits fondamentaux qui valorisent leur vie. Et justement, créer le nouvel ordre mondial. Messieurs, je vais vous donner quelques éléments justement de ce débat. Pays et surtout des terres investies. Au Soudan, vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. Vous avez la Corée du Sud, le Bahreïn, les États-Unis d'Amérique et sans oublier la Chine. Au Kenya, vous avez le Qatar et la Chine. Au Mali, vous avez l'Arabie Saoudite et la Libye. Au Sénégal, vous avez l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et sans oublier la Chine. Également, en Éthiopie, vous avez l'Arabie Saoudite. Vous avez également la Libye, l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni. Au Mozambique, la Chine, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis. En Tanzanie, vous avez la Chine, le Royaume-Uni et la Suède. En Ouganda, vous avez également plusieurs autres pays, ça il faut le dire, toujours occidentaux. En Ouganda, vous avez la Chine, l'Égypte et la Russie. En Angola, vous avez les États-Unis d'Amérique et le Brésil. En Afrique du Sud, vous avez la Libye, la Hollande et sans oublier le Royaume-Uni. Au Libéria, vous avez la Libye, en Égypte, le Bahreïn, le Japon, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, à Madagascar, vous avez la Corée du Sud, l'Inde et la Chine. Au Cameroun, la RD Congo, la Zambie, le Nigeria, le Sénégal, le Zimbabwe, vous avez la Chine. Donc, il faut le préciser, ils ont une présence importante dans les villages Baoding. Messieurs, je vous pose cette question, Albert Anatola, ici. N'est-ce pas déjà que ces pays africains courent déjà un gros danger d'être dépossédés justement de cette terre? Écoutez Steve, après la colonisation, nous sommes en train d'aboutir malheureusement à l'agrocolonialisme. C'est ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, Parfait parlait du capitalisme. Nous ne sommes pas loin de l'agrocolonialisme. C'est quoi? C'est que désormais, on vient dans votre village, oui. On achète votre village, à votre insu, vous êtes possédé de vos droits coutumiers. Là où votre cordon ombilical a été enterré, on dégage tout ça. On attribue cette terre aux Chinois, aux Libanais, aux Américains, aux Français. Et puis, ils ne cultivent pas le manioc que vous consommez dans votre village. On cultive le cacao, la banane, on cultive le riz qui sera consommé sur le marché français. Parce qu'ils n'ont plus d'espace chez eux. Ils cherchent donc les espaces pour nourrir la population. C'est ça qu'il s'agit. Ils n'ont plus d'espace chez eux. Je pense que, d'une manière générale, il va falloir revoir justement la politique agraire, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Parce qu'il est absolument inadmissible qu'on puisse violer
et aliéner les droits coutumiers des communautés locales. Ça, c'est inadmissible. Deuxième chose, je pense également qu'on doit pouvoir respecter les législations en matière de propriété foncière. Du moins pour ce qui concerne les expatriés. Ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas violer nos propres textes. Deuxième chose, cette histoire que Benix a évoquée, c'est-à-dire que la terre appartient à l'État, c'est-à-dire que même si vous êtes le premier à être établi là-dessus, à partir du moment où vous avez un sous-préfet, un préfet qui est cupide, eh bien, il dépossède de vos droits coutumiers sur cette terre. Je trouve cela scandaleux. Là, j'insiste là-dessus. La prochaine crise sociale sera foncière avec des implications politiques. Ça, c'est... Et puis, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas occulter. Nous avons même nos compatriotes qui sont complices et responsables de cette aliénation foncière. C'est important aussi parce que nous avons... Quelquefois, vous pouvez aller dans votre village, chacun a son territoire, mais votre cousin décide de vendre sa propriété. Et si vous avez l'obligation, si c'est vous qui tenez la signature, du moins pour le procès verbal de transaction, quelquefois on vous force même de le faire alors que vous ne voulez pas le faire. Et si vous refusez de le faire, on va vous dire que non. Vous êtes méchant, vous êtes une mauvaise personne, vous ne voulez pas le prouver de votre cousin. Sous la pression de certains fonctionnaires. Oui. Vous avez également même des fonctionnaires très haut placés au sommet de l'État qui ont acheté pratiquement tous des villages, des villages entiers. Et ça, c'est également un gros scandale. C'est un gros scandale parce que l'État doit pouvoir contrôler tout cela. Vous avez même également des terrains qui appartiennent au domaine public de l'État qui sont vendus. Vous avez des terrains qui appartiennent au domaine privé de l'État qui sont vendus. Avec la complicité de certains administratifs, ça il faut le préciser. Donc je crois que pour ce qui concerne les expatriés, puisque c'est ça la thématique, il appartient aux législateurs camerounais de leur imposer, parce que c'est eux qui sont demandeurs. Parce que cette histoire d'investisseurs, un investissement suppose qu'il y a une création d'emplois. Oui. Alors, montrez-moi ces emplois qui sont créés à travers ces transactions mafieuses. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y en a pas beaucoup, Albert Anatole. Quand bien même il y en a, comment sont traités? Je prends encore le cas de la Socalpam. Allez dans l'implantation de Socalpam, comment ces gens sont traités? Avec aller dans la riziculture, de l'autre côté, vous verrez. Comment les Chinois qui sont ici après le pont à la Sénat Maritime traitent-ils les Camerounais qui travaillent là-bas? Donc moi je pense qu'il y a un problème, il y a une complicité tacite de l'État. Je parle de l'État dirigeant, pas vous et moi. Donc je crois que, de mon point de vue, est-ce que l'Afrique noire est véritablement mal partie dans ces transactions mafieuses? Je crois que oui, parce qu'il s'agit aussi, tout à l'heure je parle de l'agrocolonialisme, mais je pense également qu'il s'agit d'une politique de contrôle. Parce que qui est propriétaire d'un type de propriété contrôle l'espace précis. Tout à l'heure, Bénédicte parlait, vous parlez tantôt d'une base chinoise qui a été construite du côté de l'Éthiopie. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas contrôler les activités de cet investisseur, entre guillemets, qui vient chez vous, parce qu'il peut vous dire que je cultive du riz, alors qu'à l'intérieur, c'est autre chose. Et ça a été de manière solennelle, là, il faut préciser par ailleurs, parce que l'information, on l'a eu il y a encore quelques années aujourd'hui. Patient Parfum d'Homme, finalement, on est en danger, parce qu'on peut se retrouver sur un espace qui n'est pas le nôtre. On peut penser qu'il était le nôtre, finalement, on se retrouve qu'il n'est pas le nôtre, parce qu'il a été vendu, bradé, il faut le dire même comme ça. Non, je pense que cette crise de coronavirus a mis en avant un autre débat important, c'est-à-dire que la qualité de ce que nous mangeons. Quand on dit que l'Occident n'a plus de terre, mais du point de vue de la production agricole, ils sont en surproduction. Par an, ils jettent des tonnes d'aliments incroyables, mais au même moment en Afrique, on voit des gens qui meurent de famine. Je me rappelle que même le Cameroun, on n'était pas assez, une bonne partie de l'extrême nord du Nord-Cameroun, surtout de l'extrême nord, vit sur les dons alimentaires qui nous viennent des institutions internationales, ce qui est aberrant. Vous avez un vaste espace, FAO, un vaste espace par exemple comme la Damawa. Si on avait de véritables patriotes à la tête de nos États, l'État en tant qu'entité ou bien l'État en jeune venture avec certains opérateurs économiques locaux, j'insiste, parce qu'il faut qu'on comprenne que un État véritablement au service du peuple doit aussi faire la promotion, n'est-ce pas, d'une certaine bourgeoisie nationale au service du Cameroun.
Prenons seulement le cas de l'Adamawa. On peut décider de faire de l'Adamawa une zone de culture intensive. Nous sommes adossés sur 2 géants. On a la République démocratique du Congo, de mon frère Bénéfice, ça fait près de 100 millions d'habitants. On a le Nigeria qui tutoie déjà pratiquement 300 millions d'habitants. Si vous dites que vous produisez seulement le manioc pour faire tous les dérivés de manioc qui sont prisés et par les Congolais et par les Nigérians, Les Centrafricains. vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Pourquoi donc céder ces terres-là aux étrangers, alors que nous pouvons implémenter, nous aussi localement, des politiques agricoles capables d'abord d'absorber une grande masse de désœuvrés, parce que tous les biens que l'on a pour moi, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi décent. Et deuxièmement, continuer à réfléchir par le biais de la richesse pour améliorer la production locale. Mais surtout, faire du label camerounais un label qui est plus. Maintenant, tout le monde veut manger bio en Europe. Ils ont compris que leur bouffe bourrée de chimie, là, ça ne les met pas à l'abri de péter Corona, par exemple. Ils sont à la recherche de ces espaces, pas seulement parce qu'ils ne produisent pas, mais parce qu'ils veulent produire de la qualité. Le riz des Chinois, là, c'est un riz qui est classé hors norme là-bas chez eux. C'est pas n'importe quoi. Parce que c'est un riz qui sera produit sur des terres qui sont sous-exploitées, presque pas du tout exploitées. Allez voir, c'est sur la même parcelle qu'on cultive le même riz depuis les millénaires. Donc même les nutriments naturels, on en a plus. C'est pour ça qu'il y a cette débauche, des engrais, des machins, pour essayer de voir une production acceptable. Alors que chez nous, on prend encore des choses, on cultive encore des choses qui vont nous donner des aliments qui sont le fruit de la terre authentique, cette terre arabe que nous avons, qui est rare. Si nous ne le faisons pas, et nous continuons à suivre bêtement, je veux dire, la logique capitaliste néolibérale avec ces faux économistes capitalistes qui nous disent que tout est marchand, on peut tout vendre, ça veut dire qu'on n'a rien compris de la marche du monde. On n'a rien compris. Vous avez parlé de l'Éthiopie tout à l'heure avec la construction d'une base chinoise. Vous savez que l'Éthiopie est en train de construire un énorme barrage hydroélectrique. Il risque d'être le plus grand d'Afrique, dit-on. Mais il est construit avec l'aide d'équipe de la Chine. Donc il y a des compensations. Ce barrage même a dû créer des problèmes entre l'Éthiopie et l'Égypte, parce que le Nil bleu, qui est un affluent important du Grand Nil, qui est également 1 km carré qu'il faut garder à tout prix entre les deux pays, pour le préciser. Parce que si le débit du Nil n'est plus important au niveau de l'État de l'Égypte, on dit que l'Égypte est un don du Nil, parce que toute l'agriculture égyptienne est construite autour de ce delta. Si le débit d'eau n'est donc pas important pour essayer d'irriguer toutes les terres là, mais n'est-ce pas avoir de quoi faire des plantations qui donnent la vie en Égypte, ça cause, au-delà d'un problème économique, un problème politique. L'Égypte avait même menacé de bombarder ce barrage s'il n'y avait pas des accords entre l'Éthiopie et eux. Je ne sais pas où vous en sont actuellement, mais c'est une menace qui continue de planer. C'est pour dire qu'au-delà, on peut prendre une décision. D'autres politiques, on pense que c'est une décision de notre cuisine interne, mais qui a des implications ailleurs. Donc la question de la terre, je continue de dire à nos décideurs du moment, c'est une question extrêmement importante. Tous les grands pays du monde, par exemple, ont pour base de leur développement, quel développement industriel et tout ce qu'on veut après, par l'agriculture. Comment on peut expliquer qu'avec nos terres, avec le niveau de connaissance que nos enfants ont acquis aujourd'hui, les ingénieurs agricoles, on n'est pas en fini, on a la base, par exemple, de Kona, de Lira et je ne sais pas où, qui avait déjà fait des miracles en ce qui concerne certains produits locaux. Comment peut-on nous expliquer qu'avec toutes ces richesses-là, nous sommes encore assujettis à l'aide alimentaire étrangère pour nourrir nos populations? Comment vous expliquez ça? Comment ça s'explique? À un même moment, on vous dit qu'il y a des fonctionnaires à la fois camerounais et d'autres pays de la sous-région dont les noms figurent dans des Panama Papers pour avoir détourné des sommes incroyables pour aller planquer, je ne sais pas, aux îles Caïmans, aux Bahamas, etc., alors que le propre peuple meurt de famine. Et la seule solution pour eux, pour continuer de maintenir ce même train de vie, cette illusion de pouvoir, c'est de brader par exemple les terres avec la complicité de l'État. Donc il faut qu'on... C'est une question de vision. C'est une question de sens, n'est-ce pas, de patriotisme élevé pour que les gens soient vraiment au service de notre État. La plupart des gens qui sont sortis de ces indépendances factices à qui on a octroyé le pouvoir politique, ils n'ont aucune compréhension de ces choses-là.
Et c'est le meilleur des moyens de continuer de nous tirer vers le bas, de ne pas donner la possibilité aux générations futures de pouvoir faire quelque chose que ce soit. C'est à partir de l'agriculture que nous allons nous développer. Parce que c'est elle qui va créer, n'est-ce pas, un cercle, j'allais dire, qui va nous permettre d'engranger de l'argent, avoir un matériel financier, un capital premier qui va nous permettre d'investir dans la recherche, d'investir dans l'industrialisation, d'investir dans d'autres domaines. Quand on vous parlait de port à eau profonde de Kribi, il y a des gens qui continuent de le dire. Hein? Ils disent, oui, mais ce port, c'était pas bien, le projet était mal ficelé, parce que ce port, au tout début, avait pour vocation de permettre l'exportation de mines de fer de Mbalam. C'est-à-dire que nous étions, du point de vue de la projection économique, dans l'idée selon laquelle on va faire un port débouché pour prendre tout ce qui vient de Mbalam et ça va. On n'a pas pensé qu'il faut qu'on réfléchisse au moins à une première transformation de ce fer au moins en acier. Vous savez, les applications, l'acier commence à épuiser à travers le monde. Imaginons que même la moitié de ce gisement-là soit transformé localement, et cela, le Cameroun plus le Congo peut faire des joint ventures en tant qu'État, parce qu'il y a un versant de ce gisement qui donne sur le territoire de Congo-Brazza, que ces deux États, avec, et je vous dis qu'il y a l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque, réfléchissent en disant, ok, au-delà de seulement tout envoyer au port pour que ça parte et transformé ailleurs, nous exigeons des opérateurs, Oui. n'est-ce pas, de ceux qui veulent venir investir, des investisseurs étrangers, qu'on nous prépare localement une industrie qui va transformer une première partie de cette exploitation, par exemple en acier. Je vous dis qu'il n'y aura plus de chômeurs au Cameroun. Si on a le projet agricole, on a le projet de transformation de cette mine de fer, c'est fini. Vous n'avez plus tout ça. Mine de fer, on peut transformer également et fabriquer des bateaux d'ailleurs, hein, c'est faisable. Plein de choses, j'ai dit plein d'applications. L'acier, c'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez le monde. Hein? Donc, c'est une question de vision, c'est une question de projection. Mais si on continue à nous vendre comme on se vend là, je peux vous dire, Ngos, que dans les années à venir, nous serons toujours des mendiants. Et ça repose la problématique de la dette. Pendant ce coronavirus, vous avez vu ce que les gens ont fait. Ils sont retrouvés dans leur grand club là-bas, soit disant qu'ils nous prêtent de l'argent. Il y a eu deux options. Une partie disait, dis donc, les gens là, c'est trop dur pour eux. Il faut complètement balayer la dette là. Les autres ont dit non, on ne balaye pas la dette. Il faut plutôt différer le paiement de cette traite là. Parce que mais vous savez pourquoi? L'idée qui est derrière, c'est que si aujourd'hui ils balayent la dette, ils gomment complètement toutes ces dettes que nous avons vis-à-vis d'eux. Ils n'ont plus sur quoi nous tenir. Or, tous les experts mondiaux, les grands économistes nous disent que, par exemple, toutes les dettes cumulées des pays au-dessus du Sahara est inférieure à la dette des Pays-Bas. Est-ce que vous comprenez ça? Toutes les dettes cumulées des pays au-dessus du Sahara est inférieure à la dette des Pays-Bas. Or, le Pays-Bas, lui, on continue de l'ouvrir, les guichets internationaux de continuer de prêter et de se développer. Et de faire de son port le plus important d'Europe, etc., etc. Donc, c'est une question de vision. Quand Sankara disait, mettons-nous ensemble pour, par exemple, poser le problème de la dette, oui. Les gens ne comprenaient pas, parce qu'il y a d'autres implications. Vous voyez comment, à partir de la dette, on peut vous tenir, on peut vous aider, on peut vous obliger à céder vos terres, on peut. Vous voyez? Donc, cette imbrication, c'est pour ça que je parlais de notre... On est plongé dans ce capitalisme sans beaucoup réfléchir, sans avoir nos armes, sans avoir nos outils de compréhension pour essayer au moins de contrer suffisamment les effets néfastes, n'est-ce pas, de ce diable qui ne dit pas son nom, qu'on appelle vulgairement capitalisme, mais en réalité, qui est une autre forme d'exploitation de l'homme. Parce que Marx disait que la propriété, c'est le vol, et il a raison. Maintenant, une seconde pour sortir sur la question allons-y rapidement, le temps nous est parti. L'État et les terres. Effectivement, si on a nos États qui sont là, ça pose problème. Mais imagine un seul instant que tu as un État au service du peuple. Si les terres appartiennent à l'État, c'est une garantie, justement, pour ce peuple-là, d'être à l'abri de tous ces entrepreneurs véreux qui viennent faire des OPA inamicaux sur leur terre. La terre doit aussi appartenir à un État au service de son peuple, réellement nationaliste. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre à l'État d'avoir des possibilités de péréquation. N'est-ce pas? Par rapport, il y a des zones surpeuplées, par exemple, dans notre pays,
beaucoup de gens qui veulent faire des activités agricoles n'ont pas de terre. Et d'autres zones où il y a beaucoup de terre, mais il y a très peu de population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'État donne à tous les citoyens la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir se lancer dans un domaine comme ça et de trouver son compte. Même pas en vente, en exploitation. Il faut qu'on s'entende très bien là-dessus. Donc, cet État qui est au service, qui est l'émanation d'abord de la volonté populaire, qui a la légitimité du peuple et qui est au service du peuple, sera le meilleur garant de la protection de cette terre. Edmond Kouyaté, jusqu'à peu quand on parle toujours de vision, de prévision, de projection, on a l'impression que justement sur le continent africain, il n'y a pas ça. Je voudrais compléter un peu ce que Parfait disait. Moi, ça a 2 titres. En termes de valeur, la dette africaine représente 2,3% de la dette mondiale. 2,3%. Et en termes de paiement, l'Afrique a déjà payé 3 fois sa dette en termes de principal. Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous tient, c'est le service de la dette. C'est-à-dire que les intérêts générés par la dette, nous avons déjà payé 3 fois le principal de notre dette. Mais les intérêts qui sont parfois... ça relève d'une certaine opacité. Si on vous explique le mécanisme d'endettement, vous allez vous régner. Ça ne fera pas, ça ne fera pas fier d'être africain. Vous comprendrez que vous n'êtes qu'un objet au service, n'est-ce pas, des autres. Et donc, c'est parfois pas très difficile, pas très agréable à expliquer. Maintenant, je vais revenir sur autre chose qu'il a dit parlant du port de Kribi. Je profite pour donner cette explication parce que parfois c'est pas très clair dans l'esprit des gens. Je le dis, j'ai l'autorité pour le dire parce que j'ai participé à l'élaboration de ce projet. À l'époque, c'était un programme de développement avec pour socle justement le port de Kribi qui devait avoir 8 terminaux. Le terminal à conteneurs, c'était subsidiaire, c'était pas le principal. Les terminaux de Kribi, c'était les terminaux minéraliers. Parce qu'il y avait, outre le fer de Mbalam, il y avait la bauxite de Ngaoundal et de Mini Martap. Il y avait le cobalt qui devait venir et éventuellement de Lomé. Il y avait également plusieurs autres ressources qui allaient être évacuées à partir du port de Kribi. Alors à l'époque, nous avions fait une proposition. Il y avait le choix entre installer un laminoir sur site ou alors l'installer à Kribi, au port. Le laminoir, c'est la transformation primaire de ces matières-là. Par exemple, la bauxite, quand vous laminez la bauxite, vous obtenez des graines d'alumine. C'est à partir de ces graines-là qu'on fabrique maintenant des barres d'aluminium. À l'époque, notre projet, il était tellement bien ficelé que ça avait suscité, n'est-ce pas, l'intérêt d'un géant mondial de l'aluminium qui s'appelait Rio Tinto. Les Canadiens, et à l'époque, ils étaient venus, ils avaient fait un joint venture avec à l'UQAM, à EDA. Il était question qu'il y ait un chemin de fer qui partait d'EDA pour Kribi. Alors, on devait transformer, on devait laminer, n'est-ce pas, la bauxite au niveau de Kribi, et on devait transporter par chemin de fer, par rail, n'est-ce pas, une partie des alumines jusqu'au niveau d'EDA. Il y avait le projet d'extension pour augmenter la capacité de production, n'est-ce pas, d'Alucam. Il y avait donc ce projet d'extension. Et à partir de là, Alucam devait donc transformer les grains d'aluminium en barres d'aluminium pour toute la sous-région. Donc le projet, c'était de faire en sorte que dans la sous-région, qu'on n'ait plus à importer de l'aluminium, comme on le fait au Cameroun et un peu partout. On ne devait plus importer de l'aluminium. Alors, le projet, c'était soit d'installer ces laminoirs sur site, soit de les installer à Kribi. Puisque derrière tout ce gros projet que nous avions appelé programme de développement, il y avait l'idée de faire de Kribi un socle industriel. Alors on s'est dit, il fallait installer ces mastodontes-là au niveau de Kribi. Au moins, ça devait générer des activités connexes industrielles et commerciales pour permettre à d'autres sociétés de s'installer. C'est pour ça que nous avions pensé qu'il était bon d'augmenter l'espace à Kribi. On a d'abord créé une zone industrielle à Kribi à l'époque, où on devait installer les différents laminoirs. Il y avait le laminoir de fer pour pouvoir avoir au moins un produit semi-fini et n'exporter, n'est-ce pas, que du produit semi-fini. On devait plus exporter du brut. Et ça devait être pareil pour la bauxite, ça devait être pareil pour le cobalt et ainsi de suite.
Allez me demander ce qu'est devenu le projet aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous le dire. Et donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y avait une vision, mais chaque fois que ça tombe dans l'escarcelle de la mafia administrative au niveau de Yaoundé, croyez-moi, ça perd de sa substance et de sa valeur initiale. Donc, j'ai participé à l'élaboration de ce projet. Il y avait une bonne vision derrière, mais la mafia administrative a récupéré le projet. Et aujourd'hui, le port de Kribi est devenu... On a été tous surpris de nous rendre compte que la seule chose qui a été mise en surbrillance, c'était le terminal à conteneurs. Nous avons dit que c'était une incongruité. Kribi n'étant pas une ville commerciale, il est hors de question que les gens acceptent que leurs conteneurs débarquent à Kribi pour qu'ils aient encore à payer des coûts supplémentaires pour les faire rentrer à Douala, à Yaoundé ou à Bafoussam. C'était pas possible. Et c'est pour ça que Douala reste surengorgé, alors qu'à Kribi, il n'y a pas de conteneurs qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de moyen d'évacuation. Même si par souci de désengorgement, on devait déposer les conteneurs à Kribi, après vous les évacuez comment? La route Douala à Kribi, je vous assure que si vous mettez 100 camions qui doivent faire aller-retour par jour, le degré de poinçonnement sera tel que dans 6 mois, vous n'aurez plus de route. Ça va se dégrader complètement. Et donc, il y a tout ce problème. Très souvent, nous, en back-end, nous pensons très bien, mais lorsque les fonctionnaires récupèrent cette affaire-là, ils en font n'importe quoi. Parlant maintenant des problèmes, puisque nous parlons du foncier, je voulais juste apporter cet éclairage-là pour la gouverne de nos téléspectateurs. Parlant maintenant des problèmes fonciers et les impacts, n'est-ce pas, de cette histoire-là. Est-ce que vous savez qu'une société, vous avez entendu par exemple, et ça se dit toujours, que la France est le premier exportateur de la banane dans le monde. Vous croyez qu'il y a un tronc de banane en France là? Vous avez vu un tronc de banane en France? Pour ceux comme nous qui avons été là-bas, vous avez déjà vu un tronc de banane là-bas? Ça n'existe pas. Dans, n'est-ce pas, son portefeuille de production, la France compte PHP, qui est bien installé chez nous au Cameroun. Vous croyez, vous avez vu comment les populations de PHP vivent avec parce que très souvent, dans ces opérations, ce qu'on miroite aux populations, c'est l'emploi. Vous dites, oh, ça va créer beaucoup d'emplois. Mais sauf que jamais personne ne parle de la qualité décente de l'emploi. Après, on crée des conditions de misérabilisme telles que vous avez des populations qui touchent 6 000 francs, qui touchent moins de 12 000, parce que moi, je me suis souvent amusé à aller voir les fiches de paie de la Soca Palm et ainsi de suite. Vous avez des gens qui touchent moins de 6 000, c'est-à-dire c'est lui qui doit à la société. C'est-à-dire qu'avant la fin du mois, il s'est tellement endetté à la société, il est allé à l'économie prendre de l'huile, du savon, de ceci, parce que déjà le salaire, c'est 36 000 francs, ça ne représente rien. Et donc avant la fin du mois, il est dans une spirale d'endettement continu, tel qu'il est devenu l'esclave de la société. Avant la fin du mois, on lui donne une fiche de paie, on lui demande de signer, il doit 5 000, il doit 6 000, il doit 10 000, il doit 12 000 à la société. Le gars vit dans cette spirale-là d'endettement et à la fin, il devient un esclave. C'est pareil partout. À la PHP, c'est pareil. Et vous avez, n'est-ce pas, au niveau de Njombe, Pendia, une pollution telle qu'à un moment donné, je crois qu'il y a eu une interdiction de boire de l'eau qui était tirée, qui était captée dans cette zone-là. Parce que toute cette zone-là est supposée être polluée. Oui. Et la nappe phréatique, ça a atteint la nappe phréatique. Voilà un problème. Il y a une eau, je ne vais pas la citer, il y a une eau qui est captée dans cette zone-là. À un moment donné, elle a été frappée d'interdiction. Mais la mafia a fait en sorte qu'on a très vite levé l'interdiction parce que, bon, pour des raisons que moi, je ne vais pas évoquer ici. Donc voilà un problème. Et aujourd'hui, il y a un autre gros problème qui est en train de se passer. On a tout fait pour tuer la CDC, qui était un patrimoine national, avait un patrimoine, n'est-ce pas, je vais dire, de terres très importante. Vous savez très bien aujourd'hui que la CDC demande 70 milliards pour relancer ses activités. La CDC, qui était le deuxième employeur après l'État, aujourd'hui a presque mis la clé sous le paillasson. Et vous savez ce que les fonctionnaires sont en train de faire à Yaoundé? Il y a une opération qui veut permettre que la PHP rachète à partir de la CDC. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tout le patrimoine de terre qui appartient à la CDC va devenir, n'est-ce pas, une propriété française. C'est-à-dire que déjà, ils ont fait en sorte, et ça je n'ai pas très bien compris ce mécanisme, que la CDC assure l'assistance, que le PHP
assure l'assistance technique de la CDC. Comment est-ce qu'un privé, une entité privée, qui de surcroît mène une activité, n'est-ce pas, concurrente avec une société d'État, devient son assistant technique? Comment vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas autant d'incongruité? Donc, je veux vous dire que les fonctionnaires au Cameroun, si on ne fait pas une refonte de mentalité de la fonction publique au Cameroun, qui fait en sorte que les gens prennent l'État pour une vache à lait qu'il faut traire, mais sans jamais nourrir, parce que c'est de ça dont il est question. Si vous avez une vache qu'il vous suffit de traire, mais il faut au moins penser à donner un peu de foin à cette vache pour qu'elle s'engraisse un peu, pour que vous ayez la capacité de traire à nouveau. Mais au Cameroun, les gens pensent que l'État, la fonction publique, c'est un support d'enrichissement sans possibilité, sans perspective d'investissement, sans perspective de production. C'est une mentalité grave, et si rien n'est fait pour mettre un haut là à cela, je crois que ça va nous conduire vers le gouffre, où nous y sommes déjà presque. Merci, monsieur. Dr Bénécris, rapidement, à votre mot de fin, parce que nous avons juste un dernier élément et puis nous allons partir. Là, le temps nous est imparti. Bon, vraiment, j'avais quand même une petite analyse à faire, mais bon, comme les on a le temps, on va revenir là-dessus, parce que c'est un sujet qui intéresse d'ailleurs les Camerounais. Très important. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que, comme le disait Parfait, d'abord, les terres, peu importe la convention à laquelle est ici une forme politique ou juridique, suppose que c'est d'abord une convention de peuple. Donc, les terres appartiennent au peuple. Et l'État émerge de cette convention-là. Donc, légalement ou législativement parlant, lorsqu'on veut légiférer, on dira les terres appartiennent au peuple et l'État en est le gestionnaire. Dans ces cas, il y a un partenariat entre les terres qui appartiennent au peuple et l'État qui est gestionnaire. C'est-à-dire que l'État ne peut pas se prendre la tête pour liquider les terres qui appartiennent au peuple sans qu'il y ait un rétro-investissement. C'est-à-dire que si vous vendez, par exemple, l'exploitation, une terre exploitable à une entreprise extérieure, il faut que 40%, c'est légal, reviennent aux autochtones. Et les types d'exploitation qui doivent être faits doivent être débattus, non seulement avec le peuple, mais aussi dans les structures reconnues d'État comme le Parlement, le Sénat, le Congrès, pour pouvoir étudier la substantivité même, c'est-à-dire l'importance du projet en termes d'impact écologique et d'impact socio-économique. Est-ce que ça peut bénéficier au peuple à quelle mesure et à l'État à quelle mesure? Parallèlement, le peuple ne peut pas se permettre de brader ses terres sans qu'il y ait un contrôle de l'État. Et de ces partenariats-là, je vous dis, demain, l'Afrique sera à l'abri de tous ces capitaux vautours. Docteur Bénéki, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup. C'était le baptême de Edmond Kouyaté, mon grand frère qui est venu d'ailleurs ce matin, malgré qu'il était malade pendant tout le week-end dernier. On espère en tout cas vous avoir dans les jours qui viennent. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin également. Je crois que nous allons remettre cette thématique sur la table. Nous allons la remettre sur la table, ne vous inquiétez pas. Patient Pafendo, merci également d'avoir été là ce matin. Avant de nous quitter, messieurs, nous allons prendre quelques images du voir bébé de nos collègues. Notre collègue Marie, c'était d'ailleurs samedi dernier. Nos collègues y étaient en tout cas pour voir le bébé. C'est Marie qui est sur... on voit d'ailleurs notre caméraman qui joue à pile ou face d'abord de ce côté-là. Bon, voilà. Le lave-main et tout ça, ils sont allés voir le bébé. Beaucoup de bébés à DBS. Bon, on espère qu'il va s'appeler DBS, mais bon, il s'appelle pas DBS malheureusement. Voilà, ils ont été reçus de ce côté-là pour voir le bébé. C'était samedi dernier. Marie, il faut préciser par ailleurs qu'elle est ici. Elle s'occupe du son. C'est elle qui s'occupe du son ici chez nous à DBS. C'est l'une des personnes qui appartient à mon équipe et qui a eu son bébé il y a encore quelques jours. On l'applaudissait. C'est elle que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Mais bon, elle est heureuse, la maman. Je pense qu'elle est en train de faire un discours. Allez savoir justement ce qu'elle disait. En tout cas, on lui souhaite tout le bonheur du monde et bienvenue en tout cas à ce bébé. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Eh bien, restez sur notre chaîne. L'information y en continue. Bonne journée, surtout bon début de semaine.